Un grand merci pour cette présentation passionnante et qui donne matière à réfléchir et certainement à discuter tout à l'heure. Et pour l'instant, donc, nous allons écouter le professeur Bruno Falissard. Bonjour. Bonjour, bien. Merci de m'avoir poussé à réfléchir au sujet qui vous intéresse ces journées-là et de m'avoir donné la possibilité d'écouter le professeur de Roten que je connais bien à travers ses lectures. Notamment, je vous recommande un de ses derniers livres qu'il a écrit avec Jean-Nicolas Desplan et un troisième collègue sur l'évaluation des psychothérapies. C'est un des rares livres où ce sont des psychothérapeutes de différents horizons qui se lance dans une revue de la littérature et même de réflexion sur ce que c'est que l'évaluation des psychothérapies, parce que, honnêtement, vous savez que dans l'évaluation du médicament, il y a des conflits d'intérêts dont tout le monde entend parler dans les médias, mais dans l'évaluation des psychothérapies, il y a des conflits d'intérêts considérables, considérables, et qui induisent des biais qui sont vraiment problématiques. Alors, d'abord, quelle est ma position? Je ne suis pas je suis pédopsychiatre, mais je ne suis pas proprement parlé psychothérapeute. En tout cas, je n'ai pas été formé à une psychothérapie particulière. Je ne fais pas vraiment de recherche en psychothérapie. Voilà, je suis professeur de statistique, donc c'est loin. Alors, néanmoins, je m'occupe d'un laboratoire de recherche en santé publique dans lequel on s'est beaucoup intéressé aux soins non conventionnels. Et figurez-vous que dans la nomenclature officielle aujourd'hui des NPI, Non-Pharmacological Intervention, eh bien, les psychothérapies font partie des soins non conventionnels, des NPI. Et donc, tous ces soins posent un problème d'intégration dans la société. Et d'ailleurs, vous avez remarqué dans les 2 dernières années, la question de l'intégration des psychothérapies dans le système de soins n'est quand même pas si simple que ça, en tout cas dans notre pays. Voilà. Alors, comme le mot évaluation est un mot dans le domaine biomédical qui est quasiment un totem, eh bien, et que la question de la place des psychothérapies dans le monde du soin se pose de façon suraiguë en poste ou même pendant l'épidémie de Covid, on doit se demander de l'évaluation des psychothérapies, en particulier des nouvelles, finalement, comment on doit la penser. Alors, ce que je vous propose dans la petite demi-heure que nous avons, c'est de prendre du recul et de vous parler de ce que je connais pas mal, c'est-à-dire l'évaluation du médicament, l'évaluation des interventions chirurgicales, parce que vous n'imaginez pas à quel point les chirurgiens se posent la même question que vous, mais ils n'ont pas du tout le même statut social. Et donc, du coup, les conclusions avec les mêmes études aboutissent à des résultats totalement différents. Et puis, on verra du coup comment les psychothérapies, elles ont trouvé leur place dans ce monde-là. Et puis, on essaiera de voir quand même qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors, d'abord, la recherche, le développement sur le médicament. Eh bien, d'abord, il y a de la recherche fondamentale. Et aujourd'hui, c'est colossal. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des anticorps monoclonaux, des thérapies cellulaires. Sans recherche fondamentale en biologie, il n'y aurait pas du tout ces médicaments. Ce qui est assez récent, parce qu'avant, la recherche sur le médicament, c'était quand même avant tout du screening. C'est-à-dire, on allait chercher plein de molécules dans des plantes, en Amazonie, etc., des milliers, même des dizaines de milliers de molécules. Et puis, il y avait des automates qui testaient sur des modèles cellulaires toutes ces molécules. Et puis, tac, il y avait un signal. Et puis, après, on transportait ça sur un modèle animal, etc., etc. Donc, c'était hyper industriel. Et à partir de la fin du XXe siècle, il y a eu une rupture épistémique où la biologie moléculaire a tellement avancé, la biologie fondamentale, qu'on a pu construire de nouveaux médicaments sur des bases conceptuelles. Et d'ailleurs, ça a changé les modalités d'évaluation. C'est que vous savez que classiquement, les essais randomisés sont aussi quelque chose d'extrêmement sacré pour l'évaluation du médicament. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un mois où
un anticancéreux a une autorisation de mise sur le marché et est remboursé sans étude randomisée, avec une seule étude, sans bras contrôle. Et pour des produits qui peuvent coûter des centaines de milliers d'euros. Et pourquoi ils sont remboursés? Sur la base d'un mécanisme d'action qui est fascinant. Alors, et finalement, ça emporte la conviction des gens qui évaluent les médicaments. Alors, ça pose des tensions à l'intérieur du monde de la médecine. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Hein. Et je ne suis pas d'ailleurs. Je ne suis pas. Des tensions entre les statisticiens et les biologistes. Et c'est très intéressant à voir parce que, eh ben, vous savez, quand on parle de médecine fondée sur des faits prouvés, je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé quelle était la définition d'une preuve. Eh ben, une proposition est prouvée quand elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a un choc de méthodologie et un choc de croyance qui traverse le monde de la médecine. Donc, recherche fondamentale. Après, il y a de la recherche préclinique. Une fois qu'on a la molécule, on va la tester sur des animaux. Et c'est très standardisé. Il y a tel type d'animaux, la chienne Beagle, etc., les pauvres, qui sont, alors même des chiennes gestantes, pour savoir si chez les femmes enceintes, c'est susceptible d'être très délétère ou pas. C'est horrible, mais les femmes enceintes peuvent être malades. Et donc, il faut bien savoir ce que les médicaments font sur elles et sur le fœtus. Et puis après, on rentre dans l'expérimentation clinique. Alors bien sûr, là, ça pose des problèmes éthiques encore plus importants. Et puis, vous savez peut-être qu'il y a des phases 1, 2, 3, 4. Donc la phase 1, c'est de la pharmacocinétique, de la pharmacodynamique, en général sur le sujet sain, sauf si le médicament est très dangereux. Donc on prend des sujets sains et puis on teste. D'ailleurs, c'était horrible. Avant, c'était que dans les pays émergents. C'était interdit en France de tester un médicament, mais c'était obligatoire de le faire. Donc aujourd'hui, ben, on paye des gens pour recevoir des produits que l'on teste. Voilà. Et puis après, la phase 2, c'est des toutes petites études, souvent randomisées, mais pas toujours. La phase 3, c'est le gros essai qu'on entend dans les médias quand on dit une nouvelle molécule dans l'Alzheimer est efficace. C'est la phase 3. Après, il y a l'autorisation de mise sur le marché. Et puis après, il y a des études de post-évaluation, post-AMM, souvent pour les effets indésirables, parce que tout le développement du médicament, il y a une tâche aveugle, c'est les effets indésirables. Rares et graves. Parce que les effets indésirables rares mais graves, il faut avoir des centaines de milliers de sujets pour les trouver, ce qu'on n'a pas dans le développement. Voilà comment ça se passe. Et alors, tout ça coûte horriblement cher. Hein. Un essai randomisé peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros. Un essai, un médicament, une indication. 200 millions d'euros. Alors, et donc vous imaginez que comme tout le monde est conditionné par l'évaluation des médicaments dans le monde du soin, eh bien, quelque part, on impose à tous les soins d'être évalués comme ça. Et donc, bien sûr, c'est absolument insoutenable financièrement. Et donc, on est vraiment face à une injonction paradoxale. Vous proposez des soins, vous devez démontrer qu'ils sont valides. Quelle est la méthodologie? Ben, celle que tout le monde utilise pour les médicaments, sauf qu'il n'y a pas d'argent, donc vous ne faites pas, donc vos soins ne sont pas efficaces. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et pas que pour vous, pour les ostéopathes, les acupuncteurs, etc. Alors, en chirurgie, et c'est là que c'est intéressant, c'est que la chirurgie, ben, ils n'ont pas d'argent non plus. Alors, comment ça se passe excusez-moi, voilà. J'ai oublié de couper mon téléphone. Comment ça se passe aujourd'hui pour évaluer la chirurgie? Eh bien, il y a de la recherche fondamentale aussi en chirurgie. Il y a de la recherche fondamentale en biomécanique, par exemple. Hein, quand on fabrique une nouvelle prothèse de hanche, eh bien, il y a des physiciens qui font de la résistance des matériaux et c'est extrêmement sophistiqué pour savoir comment, en quel métal, quelle est la forme de la prothèse, etc. Et vous avez des prothèses du genou avec des micro-robots intelligents qui calculent la tension qu'il y a au niveau des ligaments qui ont été sectionnés et puis qui ajustent cette tension en fonction des contraintes du mouvement. C'est extraordinairement sophistiqué. Il y a quasiment des petits ordinateurs dans le genou. Donc, vous avez une recherche fondamentale avec des laboratoires, INSERM, etc. Vous avez de la recherche fondamentale en anatomie.
Alors, vous avez de la recherche préclinique chez l'animal, souvent sur des porcs, et vous avez des jeunes chirurgiens qui, pour leur thèse de science, ils découpent des porcs, etc. Et vous savez que Freud a fait ses premières armes de recherche sur le sexe des anguilles, et il a disséqué une centaine d'anguilles. Voilà. Et vous savez qu'en fait, le sexe des anguilles, c'est compliqué, puisqu'en fait, au début, elles n'en ont pas, elles en ont que dans la mer des Sargasses. C'est pour ça qu'il n'a jamais trouvé quel était le sexe des anguilles et qu'il a changé d'orientation. Donc, il y a de la recherche préclinique chez l'animal, et beaucoup. Et puis, une fois qu'on a une intervention que l'on juge suffisamment solide, eh bien, on se lance chez l'humain. Alors, donc, il y a des comités d'éthique, mais entre nous, c'est très artisanal, hein. C'est-à-dire que le chirurgien dit, ben voilà, nous avons tel présupposé, nous l'avons testé sur des animaux, et nous décidons de le tester chez les humains. Donc, il y a des consentements, et puis il y a des études de faisabilité. Et puis après, est-ce qu'il y a des études randomisées? Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans l'appendicite aiguë, vous savez que traditionnellement, on fait une appendicectomie, mais ouvrir un abdomen, en fait, c'est très sensible. Après, ça fait des cicatrices, enfin des fibroses, on peut faire des occlusions. Et donc, il y a des gens qui proposent de donner des antibiotiques à la place. Faut-il donner des antibiotiques ou faire une appendicectomie dans l'appendicite aiguë? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas, ça dépend de la sévérité de la crise d'appendicite. Pourtant, il y a des millions de sujets dans la planète qui, tous les ans, font une crise d'appendicite aiguë. Et ils arrivent aux urgences et le chirurgien va décider, en fonction de son expérience, j'opère pas. Et donc, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, pour une question d'argent, c'est que, encore une fois, en France, on a le programme hospitalier de recherche clinique. Les chirurgiens, chaque année, proposent quelques protocoles au financement, mais pas plus que ça. Et vous imaginez le nombre d'interventions qu'il y a à évaluer. Et vous imaginez même, comme pour vous, c'est qu'une intervention, c'est une intervention standardisée, mais c'est aussi un chirurgien. Et que d'un chirurgien à l'autre, vous êtes au courant que l'intervention n'a pas forcément la même probabilité de réussir. Et ça, c'est un tabou qui commence à être levé. On a des bases de données maintenant où on évalue la différence entre un vieux chirurgien, un jeune chirurgien, un chirurgien femme et un chirurgien homme. Je ne donne pas les résultats. Je ne donne pas les résultats. Donc, du coup, et vous voyez, et pourtant, est-ce que la société hurle en disant que la chirurgie est mal évaluée? Est-ce que vous avez entendu ça dans les médias en disant, oui, on dit, ah, mais les psychothérapies, c'est pas évalué, les psychanalystes, etc. Mais est-ce qu'on va dire, ah, les urologues dans le cancer de la prostate, est-ce qu'il faut utiliser un robot? Prostatectomie élargie versus radiothérapie. Dans le cancer de la prostate, c'est quand même pas rien, les conséquences, hein, vous êtes au courant? Eh bien, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se comparer entre eux. En particulier, et puis parce que ça coûte cher. Donc, s'il y a des résistances et qu'il faut de l'argent, on n'a pas les résultats. Et est-ce que c'est un scandale? Non. Et pourquoi? Parce qu'on a la trouille des chirurgiens. Parce qu'on sait qu'un jour, on va être du mauvais côté du bistouri et on ne la ramène pas. Et vous voyez, c'est sociologique, quoi. C'est sociologique. La méthodologie est indissociable de la méthodologie. Alors, les psychothérapies, arrivons maintenant. Alors, essayons de prendre le même. Alors, il y a de la recherche fondamentale en psychologie. Alors, vous avez des disciplines. Il n'y a pas une théorie unique du fonctionnement psychique humain, ce qui vous complique la vie. Alors que pour le chirurgien, il y a que vous soyez en Chine, en France, aux États-Unis, c'est la même physiologie de la tête fémorale. Donc, du coup, vous avez un panel de théories, mais
même prenons le détail, alors même prenons les sciences cognitives aujourd'hui, qui sont quand même la discipline, la science, oui, la recherche fondamentale, je pense, qui a le plus pignon sur rue dans le domaine de la recherche en psychologie. Est-ce que vraiment les travaux issus des sciences cognitives aujourd'hui ont un impact sur les psychothérapies? On aurait envie de dire en particulier les psychothérapies cognitivo-comportementales. Ben, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les thérapies cognitives de troisième génération ont plus à voir avec le bouddhisme qu'avec les sciences cognitives. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des collègues qui font de la recherche en sciences cognitives. Alors, là, un jeune de chez nous a soutenu une très, très belle thèse de sciences cognitives dans les états limites. C'est scientifiquement absolument remarquable, hein, c'est très fondamental. Et il tente de tisser un lien, comme c'est un clinicien, avec les psychothérapies, mais c'est vraiment extrêmement ténu, c'est très prospectif, quoi, hein. Alors, la psychanalyse, mais est-ce que la psychanalyse, c'est de la recherche fondamentale? Moi, je dirais non, hein. Quand même, depuis le début, le corpus psychanalytique s'inscrit dans le soin, quand même, hein. Et je pense qu'il est passé du soin à la vie quotidienne. Mais c'est dans ce sens, ce n'est pas dans le sens inverse que ça s'est fait. Donc là, il y a déjà une première particularité. Eh bien, il y a une imperméabilité relative aujourd'hui entre la recherche fondamentale en psychologie. En tout cas, moi, tel que je le vois, qui suis extérieur à la profession, hein, il y a une imperméabilité relative aux recherches fondamentales, entre les recherches fondamentales et le développement des psychothérapies. Alors, et c'est bien sûr renforcé en France, parce qu'en Suisse, ça n'est pas pareil, mais en France, l'enseignement des psychothérapies est clivé du monde universitaire. Vous êtes au courant, hein, historiquement. Et du coup, ça freine la perméabilité qu'il y a entre le monde de la recherche et le monde du soin psychothérapeutique, hein, même si beaucoup des enseignants dans les instituts de psychothérapie sont aussi universitaires. Mais le symbole est fort, hein. Le symbole est fort. Alors, donc fondamental, c'est étrange. Et ça, c'est vraiment propre aux psychothérapies. Alors après, recherche préclinique. Comment émerge une nouvelle psychothérapie? Eh bien, en général, moi j'ai l'impression qu'en général, c'est un clinicien très expérimenté, c'est un psychothérapeute très expérimenté qui se dit, et vous êtes au courant aussi que les psychothérapeutes, avec le temps, dérivent par rapport à l'enseignement orthodoxe de ce qu'ils ont appris. Il y a des données là-dessus. Et finalement, donc, ils trouvent quelque part une pratique qui leur correspond bien. Et puis un jour, ils se disent, mais ben voilà, mais j'ai l'impression qu'en faisant ça, ça marche, quoi. Et puis, dans le huis clos de leur cabinet, ben, ils le font, puisque personne ne surveille. Et puis un jour, ils disent, ben voilà, j'ai trouvé un truc, ben, je vais l'appeler ça, et puis en avant. Euh, et, euh, et puis, ils vont agréger une école autour d'eux. Et souvent, d'ailleurs, cette école existe déjà. Et puis, ça va faire boule de neige. Mais alors, il y a la question du fignolage. C'est que normalement, vous voyez, dans la recherche sur le médicament et dans la recherche en chirurgie, quelqu'un a une idée, il essaie, et puis en fait, c'est jamais du premier coup qu'on trouve le bon soin. Il faut le fignoler. Et en général, on le fignole avec plein de travaux de recherche très cliniques. Ouais, on prend plein d'étudiants, on fait faire des tests de sciences et ben, il modifie un tout petit peu le soin et puis on regarde est-ce que c'est mieux à la louche ou pas, etc. Et puis, et puis le soin s'est stabilisé. Et une fois qu'il s'est stabilisé, c'est là qu'on rentre dans... Et là, le fignolage en psychothérapie, eh bien, de mon point de vue, c'est pas simple. C'est pas simple. Et là, on peut prendre comme exemple ce qui s'est passé avec la psychanalyse, hein. Donc, vous avez quelqu'un qui définit un soin, vous êtes au courant.
Le soin, il a des collègues tout de suite qui le changent un petit peu, hein. Il y a les Jungiens, etc. Il y a les Français qui font pas autant de séances que les Anglais. Il y a Lacan qui arrive et qui change tout, et etc. Daniel Vidlocher, à la tête de l'IPA, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, qu'il a dû dire qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de former un psychanalyste, qu'on pouvait tolérer plusieurs façons, parce que sinon les Français n'arrivaient plus à être psychanalystes, etc. Et il a fallu, en gros, 80 ans pour en arriver là. Donc, c'est long. Comme fignolage, c'est long, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, eh ben, on est encore en train de fignoler les thérapies psychodynamiques, hein. Et ça se fait un peu en dehors de toute structure organisée, vous voyez, qui pourrait dire, ben voilà, la psychanalyse, elle est comme ça, mais on va s'organiser, on va tester des différences systématiquement, et puis qui fait quoi, et puis pourquoi ça marche pas, pourquoi je dis que ça marcherait mieux, sans qu'il y ait des conflits forcément. Donc le fignolage dans le domaine des psychothérapies, pour moi, c'est pas si clair que ça. Alors, il existe, hein, mais il est un peu bricolé. Alors après, il y a la question de l'évaluation. Et là, eh ben, c'est pas clair. Alors, ce qui s'est passé, c'est sociologique, hein, c'est-à-dire que pour que les psychothérapies soient remboursées, il y a eu plein de pays où il a fallu qu'il y ait des essais randomisés. Voilà. Et ça, on n'a pas laissé le choix aux psychothérapeutes. Donc, il y a eu des essais randomisés, il y en a eu plein. Il y a eu maintenant des méta-analyses, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas tellement utile. C'était pas tellement utile en dehors du caractère performatif. C'est-à-dire que, comme il y a eu des méta-analyses, je reprends l'exemple de la psychanalyse, c'est fantastique ça. Vous savez qu'en 2008, il y a une méta-analyse publiée. Méta-analyse, ça veut dire une analyse de plein d'essais randomisés qu'on mélange et qui est publiée dans le JAMA, Journal of the American Medical Association. Donc, c'est la méga revue. Leinsering et qui dit les thérapies psychodynamiques longues sont efficaces, en particulier dans les troubles complexes, avec des tailles d'effets importantes, y compris par rapport aux autres soins, etc., avec un éditorial dans la même revue. Et c'est performatif, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens disent « Ah, c'est incroyable, ça marche alors ». Vous voyez, comme en fait, c'est la puissance symbolique de l'outil. Et la société avait besoin de ça. Et c'est toujours le cas. Là, il y a une thérapie qui s'appelle le MDFT dans le sevrage du cannabis chez les adolescents. Eh bien, pour que ça soit pris en charge, en particulier qu'il y ait les financements des agences régionales de santé, eh bien, il a fallu faire un essai randomisé européen. Il a eu lieu. D'ailleurs, il est à moitié positif, mais ça ne fait rien, il est publié. Et on le montre aux agences. Les agences disent « Ah bon, d'accord, alors c'est publié, donc on va mettre de l'argent ». Donc, vous voyez, c'est curieux, mais c'est une réalité sociologique. Comme preuve, c'est associé à et c'est randomisé, et qu'on donne de l'argent si c'est prouvé, donc on donne de l'argent si elle est randomisée. Donc, il faut faire des essais randomisés. Donc, les psychothérapeutes en ont fait, et donc on s'est rendu compte, comme vous savez, que c'est compliqué, qu'en fait, le thérapeute joue beaucoup, l'alliance thérapeutique joue beaucoup, le patient joue beaucoup. D'abord, est-ce qu'on inclut les patients avec des troubles du DSM et que le DSM, ce n'est pas forcément la bonne porte d'entrée pour un psychothérapeute, etc., etc. Et donc, du coup, bon, ça marche. Au moins, tout le monde est d'accord pour ça. Mais qu'est-ce qui marche le mieux pour tel patient? On ne sait toujours pas trop. Donc, j'en arrive à la fin. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, le premier point est quand même qui existe en médecine, c'est un médicament, on sait ce que c'est. Et là, l'autorisation de mise sur le marché, elle est extrêmement sévère. On sait comment est fabriqué un médicament, on sait ce qu'il y a dedans. Une intervention chirurgicale, il y a un process qui est complètement décrit. Une psychothérapie, il faut qu'on sache précisément en quoi ça consiste. Non seulement pour des questions scientifiques, mais pour des questions éthiques. C'est-à-dire que les patients ont besoin de savoir ce qui va se passer quand ils vont voir quelqu'un qui fait des TCC, la psychanalyse, etc. Et moi, en tout cas, comme soignant, j'ai besoin de le savoir pour pouvoir leur dire. Et là, du coup, se pose une question, c'est que, et là, c'est une question que je vous pose à vous,
c'est que, est-ce que vous êtes très à l'aise avec le fait que ça fait sens de dire qu'il y a des TCC, des thérapies psychodynamiques, des thérapies systémiques, etc., sachant qu'à la fin, on compte 400. Sachant qu'au bout d'un certain temps, on ne sait pas trop ce que le thérapeute fait au huis clos de son cabinet. Parce que moi, j'ai des patients qui sont en TCC et la thérapeute interprète les dessins. Et c'est une excellente thérapeute. Alors, parfois, j'ai l'impression que les écoles de psychothérapie sont plus des mécanismes de défense des thérapeutes pour gérer la complexité et la violence de ce qu'ils ont en face d'eux. Mais que ce n'est pas vraiment ça qui fait que le patient va aller mieux ou pas. Sauf que comme le clinicien va mieux, ben, le patient va aller mieux. Je pousse un peu, je pousse, j'exagère, parce que bien sûr, une phobie des ascenseurs, on peut exposer, etc. Et puis, des patients borderline, on ne va pas faire pareil. Donc, il y a de la technicité. Le MDR, par exemple, il y a une technique, donc j'exagère. Hein. Mais enfin, en tout cas, en pédopsychiatrie, qui est ma spécialité, je suis intimement persuadé que les champs théoriques sont avant tout des mécanismes de défense pour les cliniciens. Dans l'autisme, c'est manifeste. Hein. L'intérêt de la psychanalyse dans l'autisme, c'est pour le clinicien, beaucoup plus que pour le patient. Et ce n'est pas négligeable, encore une fois. Ça n'est pas négligeable du tout. Quand on travaille avec des autistes sévères toute la journée, on a besoin de protéger son appareil psychique. Donc là, il y a une vraie question que vous devez régler, hein, c'est jusqu'à quel point ce qu'on appelle thérapie psychanalytique, TCC, etc., c'est cohérent et c'est consistant méthodologiquement. Alors, si c'est le cas, eh ben, faut préciser notamment les formations. On a besoin de savoir comment un thérapeute est formé. Et là, ça flotte un peu. Ça flotte un peu. Et alors, c'est pas, on sait, hein, et c'est quand même plutôt bien ce qui se passe. Mais c'est pas assez explicite. Alors, il faut préciser le contenu. Et puis le mécanisme d'action. Alors là, je pense que vous travaillez dessus, hein, mais il y a une nécessité qui est aussi éthique. Hein, si ça fait du bien, pourquoi ça fait du bien? Et moi, quand j'en parle avec mes patients, j'ai besoin de savoir pourquoi ça fait du bien. Et eux aussi. Donc ça, vous voyez, ça ne coûte pas cher, mais c'est vraiment important. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a un soin, voilà, qu'on a défini, etc., eh ben, il y a une première étape, et d'ailleurs, on devrait l'utiliser avec les médicaments et la chirurgie, c'est faire des études qualitatives auprès de 10, 15 patients pour leur demander ce que ça leur fait. Aujourd'hui, quand on donne des médicaments, on mesure la qualité de vie avec des nombres, hein, mais on ne fait jamais d'études pour demander aux gens, eux, dans leur vie, ce que ça leur fait. Vous avez des femmes qui ont un cancer du sein et qui, après, prennent pendant 10 ans du tamoxifène. Est-ce qu'on leur demande qu'est-ce que ça fait tous les matins de prendre un médicament qui me rappelle que j'ai une maladie grave qui est susceptible de me tuer? Eh bien, zéro. On a zéro information là-dessus. Zéro. Et c'est pareil, qu'est-ce que ça fait dans la vie de quelqu'un qui fait une thérapie psychanalytique ou qui fait une TCC ou qui fait une thérapie systémique? Eh ben, on a besoin de savoir. Et bien sûr que vous savez que ce n'est pas la même chose que ce que ça fait. Et que les mesures psychométriques ne capturent pas ça. Donc, on a besoin de ces études qualitatives. Alors, on peut faire des études mixtes, moi je suis d'accord. Hein. C'est-à-dire que maintenant, avec 15 patients, on a des trucs comme ça. Là, on peut faire ce qu'on appelle des mesures écologiques. C'est-à-dire, on envoie aux patients, on tire au sort 3 fois par jour, on lui envoie un texto, comment vous vous sentez, etc. On fait pareil au thérapeute. En début de thérapie, on demande au thérapeute comment il se sent. Enfin, on peut mélanger le qualitatif et le quantitatif écologique. Ça ne coûte rien. C'est parfait pour faire des mémoires de master de psycho ou des thèses, etc. Et avec ça, vous en ferez des centaines et à la fin, vous y verrez beaucoup plus clair sur vos soins. Alors après, il y a la question de faire preuve alors.
Et là, alors c'est vrai, c'est un vrai souci, c'est que beaucoup de collègues psychothérapeutes disent, ben oui, mais on a fait les études qualitatives, on sait que ça marche, et puis de toute façon, on sait que quand le thérapeute est bon, ben, c'est que ça marche. Quand il y a de l'alliance thérapeutique, etc., eh bien oui, mais il y a la réalité sociologique, c'est que vous n'êtes pas seul. Si vous dites tout seul que ça marche, ben on va vous dire, ben ouais, mais les homéopathes ils disent la même chose, les naturopathes ils disent la même chose, tout le monde dit la même chose, vous êtes en conflit d'intérêt, vous gagnez de l'argent avec, donc on ne vous croit pas. Et donc, ben alors là, c'est randomisé, mais franchement, là, il y a un consensus pour dire que c'est vraiment quand on a un pistolet dans le dos, parce que c'est extrêmement lourd, extrêmement long, ça coûte très cher, et, euh, et le retour sur investissement est faible, y compris pour les médicaments, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, 200 millions d'euros, qu'est-ce qu'on sait, vous voyez, avec 200 millions d'euros, 200 millions d'euros. Alors, il y a maintenant, l'alternative, c'est les grands suivis de cohorte. Et on voit hein, dans le milieu des psychothérapies hein, se constituer de grandes cohortes, donc des milliers de sujets qui sont suivis plus ou moins régulièrement. Et là, avec des outils statistiques plus ou moins modernes, on arrive à voir, on arrive à s'intéresser non seulement aux écoles, mais aux caractéristiques des cliniciens, aux caractéristiques des patients, au processus. Vous voyez, on arrive à construire des modèles, des trajectoires avec des études longitudinales, et on peut rentrer beaucoup plus dans de la psychothérapie personnalisée, ce qui est un pléonasme, bien sûr, hein, mais puisqu'il faut être à la mode, je crois que n'hésitez pas à revendiquer que vous faites des psychothérapies personnalisées, et je conclurai là-dessus. Merci pour votre attention.